Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Maillot, docteure en ergonomie et psychologie du travail et chercheuse au Laboria. Je vais vous présenter les principaux résultats du livret 2, Panorama des usages de l'IA dans le travail social, des enjeux à la réalité du terrain. Étude que nous avons menée dans le cadre du programme de recherche commandité par la DGCS. Ce livret comporte 3 études et il explore les pratiques effectives des professionnels. Nous y croisons des méthodes quantitatives et qualitatives et ils tentent de mettre en lumière la diversité des usages et leurs premiers effets sur l'activité des professionnels. La première étude traite des facteurs d'adoption et freins à l'usage de l'IA générative. Nous partions avec plusieurs constats. Le premier était qu'il y avait assez peu de littérature sur l'IA et le travail social en France. Une montée des usages de l'IA générative de façon générale dans le milieu du travail, et puis des retours aussi concernant l'usage de l'IA générative par les professionnels, notamment du secteur du travail social, qui l'utilisent de façon spontanée dans leur activité de travail sans que cela soit encadré par leur structure, parfois simplement toléré. Nous avons donc décidé de réaliser une étude, premièrement un questionnaire, donc plutôt quantitatif, en nous posant globalement 2 questions. Dans ce cadre d'utilisation spontanée, qu'est-ce qui va favoriser l'usage de l'IA générative chez les professionnels du travail social qui l'utilisent? Et à l'inverse, quels sont les principaux motifs invoqués par les professionnels qui refusent d'y recourir dans leur pratique? Nous avons diffusé donc un questionnaire à destination des professionnels intervenant dans le domaine du travail social, pour lequel nous avons obtenu 691 réponses exploitables. 88% des répondants étaient des femmes, 74,5% exercent dans la fonction publique et le métier le plus représenté était l'assistante de service social. Le questionnaire débutait par une question concernant l'usage qui départageait nos répondants en deux. Donc, une première partie, donc ceux qui utilisent actuellement l'IA générative dans leur activité professionnelle ou qui souhaitent y recourir prochainement, était dirigée vers un questionnaire validé scientifiquement. Donc les questions posées portaient par exemple sur la perception que l'IA allait améliorer ou pas la performance, le degré de facilité dans l'interaction avec l'IA générative, etc. Et puis la deuxième partie des répondants, ceux qui n'envisageaient pas d'utiliser l'IA générative dans leur activité, étaient dirigés vers un encart libre pour indiquer s'ils le souhaitaient les motifs d'appréhension. Donc concernant ceux qui utilisent l'IA générative ou qui souhaitent l'utiliser, on se rend compte qu'ils ont une perception vraiment positive de l'IA générative. Donc vraiment, ils vont répondre positivement, par exemple, en pensant que l'IA générative les aide actuellement ou va les aider dans la réalisation de leur travail, va leur faire gagner du temps, que c'est assez facile de l'utiliser, et cetera. Il y avait une question concernant l'habitude, qui a obtenu finalement un score assez faible et ça montre plusieurs éléments, notamment qu'il y a une hétérogénéité encore dans la fréquence d'usage de ces outils. Parmi ceux qui utilisent actuellement l'IA générative dans leur activité, donc ils étaient 268 répondants, 60 d'entre eux l'utilisent au moins plusieurs fois par semaine, 40 l'utilisent environ une fois par semaine ou moins. C'est une disparité importante dans l'usage, ce qui indique que ce n'est pas encore intégré dans les routines. Les professionnels qui utilisent actuellement l'IA générative, ils vont aussi évaluer plus positivement que ceux qui ne l'utilisent pas encore, mais qui l'envisagent. Ça indique qu'il y a une association positive entre le fait d'utiliser l'IA générative et de l'évaluer plus positivement. Par contre, ce n'est pas un lien de causalité. Il y a probablement d'autres facteurs qui vont influencer aussi cette perception, mais l'expérience en fait partie. Et puis, l'attente de performance, qui correspondait par exemple à des questions d'utilité dans le travail, d'accomplissement plus rapide des activités, d'augmentation de la productivité, va être une dimension qui va prédire significativement le fait d'utiliser l'IA. Donc si l'IA générative est utilisée et maintenue par certains professionnels, c'est probablement parce qu'elle répond à un ou plusieurs besoins et elle se présente donc comme vraiment une ressource dans leur activité. C'est ce que nous explorerons dans l'étude 2. Notre deuxième objectif était d'identifier les motifs invoqués par ceux qui rejettent l'usage dans leur pratique professionnelle.
3 grandes thématiques apparaissent. Donc c'est la question de la déshumanisation et l'éthique, hein. Le travail social repose sur l'écoute, l'empathie, la singularité des situations et donc c'est perçu comme incompatible avec une technologie, qui serait automatisante. Le deuxième élément, c'est la question de la confidentialité et du secret professionnel qui vient être posée. Et puis le troisième élément, c'est la perte de compétences et d'autonomie, donc là, avec un risque d'appauvrissement de la pensée, notamment derrière. Il y avait d'autres motifs qui étaient soulignés, notamment le manque d'utilité perçue de l'IA générative, le manque de formation ou de connaissances à son sujet, la fiabilité des réponses, l'impact environnemental et la crainte de suppression d'emplois. Qu'est-ce qu'on en retient? C'est que finalement, il faut évidemment former et accompagner les professionnels en développant des parcours de formation qui sont spécifiques au secteur social. Heu, il serait souhaitable de cadrer l'usage des données en clarifiant les règles d'usage avec des textes qui sont déjà existants, hein, comme le RIA qui est l'IA Act, le RGPD, au regard justement du code de l'action sociale et des familles. Nous préconisons de valoriser l'expérimentation, donc favoriser des espaces d'expérimentation encadrés où les professionnels peuvent tester les usages et d'approfondir le travail réel, c'est-à-dire de passer à des études qualitatives pour bien comprendre quels sont les besoins concrets et contextuels qui vont émerger dans les pratiques. Dans cette étude 2, intitulée «L'usage de l'IA générative au prisme des pratiques professionnelles du travail social», nous avons alors cherché à recenser les usages concrets et déclarer les dynamiques qui sous-tendent les usages et le sens qui est donné finalement à l'intégration de l'IA générative par les professionnels. Nous avons réalisé 30 entretiens auprès de professionnels intervenant dans le champ du travail social. 27 étaient des femmes, 3 des hommes, avec un âge moyen de 42 ans et une ancienneté moyenne dans le secteur de 17 ans. Plusieurs métiers étaient représentés. 3 grandes thématiques sont apparues dans ces entretiens. La première thématique concerne le cadre institutionnel, la diversité des contextes d'exercice et les ressources professionnelles face aux contraintes du secteur social. Les professionnels ont mis en avant le contexte d'exercice de leur travail avec la variété des structures de travail, la spécificité des territoires, la multiplicité des dispositifs, la singularité des personnes accompagnées notamment, qui vont conditionner à minima la façon dont va se réaliser l'activité. Et puis, ils ont aussi pointé des limites institutionnelles, comme par exemple le décalage croissant entre l'augmentation des besoins et les ressources humaines et financières qui leur sont octroyées, l'augmentation de la charge de travail perçue et parfois une cadence qui était jugée particulièrement soutenue, mais les professionnels ont aussi souligné, des ressources qui étaient mobilisables, notamment parmi celles-ci, la question du collectif de travail comme soutenant à la fois dans le travail technique, mais aussi faisant office de soutien moral face aux exigences de travail. Et puis le soutien managérial était aussi présent et notamment il soulignait lorsque les encadrants accordaient une place centrale au sens, du travail et à la qualité de l'accompagnement. Donc ça apparaît comme des ressources quand même qui étaient protectrices pour les professionnels. La deuxième thématique concerne réellement les usages que les professionnels en faisaient, dans leur activité. Donc, quelques limites que je ne vous pointerai pas ici, mais principalement les usages, que nous avons répertoriés en 6 fonctions. Une première fonction qui est l'IA comme soutien à la rédaction et à la reformulation. Donc les professionnels disent faire des corrections, chercher des synonymes, clarifier des textes, rédiger partiellement parfois des rapports ou des courriers. Une deuxième fonction, qui était l'IA au service de l'organisation du travail et de la planification. Donc par exemple, faire des plans détaillés, des rétro-plannings, structurer des idées, donner des méthodes de priorisation du travail. Une troisième fonction était soulignée, c'était l'IA pour la recherche et la veille qui a été régulièrement mentionnée, donc l'utiliser comme un moteur de recherche, pour faire de la veille documentaire, d'avoir accès à la littérature internationale avec une vérification systématique des sources, qui montrait quand même une utilisation prudente et critique, hein, de ce type d'outil, d'IA. Une quatrième fonction qui était l'IA pour le traitement et l'analyse de données, donc avec par exemple la synthèse de notes, de comptes rendus, pour effectuer des statistiques sur les publics accompagnés.
Une cinquième fonction, sur l'IA au service de la création de supports de contenu. Donc là, on avait des professionnels qui avaient créé des carnets ou des newsletters professionnels ou du contenu de communication, ce qu'ils ne faisaient initialement jamais. Donc c'était vraiment l'IA qui avait permis, d'aller plus loin que ce qu'ils faisaient initialement. Et une sixième fonction, l'IA comme un outil médiateur. Donc là, un outil de médiation pour entrer en relation avec, par exemple, un adolescent ou intégrer notamment une dimension pédagogique autour de l'IA, mais aussi, l'IA comme médiateur autour de la réflexivité pour confronter l'analyse. Donc on a finalement 3 logiques sous-jacentes à ces usages. La première, c'est plutôt un allègement cognitif, hein, pour réduire la charge mentale et administrative dans un contexte global de surcharge. Un autre qui est le prolongement et l'approfondissement des capacités, hein, pour aller plus loin et accéder à nos nouvelles ressources et produire des contenus inédits. Et puis, un outil qui vient aider à entrer en relation, notamment dans la médiation, comme un support, un lien avec la personne qui est accompagnée. Voilà, ils vont s'en servir pour entrer en relation avec ou de réflexivité professionnelle, c'est-à-dire d'avoir un retour sur le propre contenu de ce qu'on a produit, par exemple. Donc l'IA va moins s'imposer comme un attrait pour l'outil classique, plutôt par une réponse pragmatique à un travail social qui est sous tension. La troisième thématique qui est apparue est autour de la temporalité du travail, du relationnel et des écrits, donc qui sont les dimensions constitutives finalement du travail social. Alors avec des temporalités qui sont difficilement conciliables, hein, donc les professionnels nous soulignent ces éléments-là, et une charge de travail conséquente. L'IA vient se positionner ici comme une stratégie, de régulation. Mmh. Notamment dans ces temporalités, il y a le temps institutionnel, par exemple, les échéances administratives, le temps de l'accompagnement et le temps propre à chaque personne, voilà, qui complexifient, la façon dont on accompagne. Et évidemment, plusieurs, professionnels ont souligné le fait qu'il y avait un gain de temps qui était perceptible. Ce gain de temps, par contre, qui pouvait être perceptible, n'était pas toujours réinvesti dans la relation d'accompagnement. Et qu'en plus, parfois, il générait de nouvelles contraintes, l'utilisation de l'IA générait de nouvelles contraintes temporelles, c'est-à-dire avec, notamment la vérification qu'on devait faire, sur les données qu'elle nous avait indiquées. Autour de la construction de la relation d'accompagnement, qui est donc un enjeu central pour le travail social, la relation, elle donc se construit progressivement, hein, au travers de la présence, de l'écoute, de la disponibilité, et elle ne se délègue pas, elle ne va donc pas se réduire simplement à la transmission d'une information ou l'application d'une procédure, hein. C'est un processus qui est foncièrement humain. Et elle repose également sur une dimension qui est incarnée et sensible, hein, au travers de gestes, de communication non verbale, de langage du corps. C'est donc une forme d'intuition que les professionnels mobilisent et qui est le produit, en fait, de l'expertise du métier. Donc cette intelligence situationnelle, elle est enracinée dans l'expérience et dans le corps à corps de la rencontre, et ça échappe à tout système d'IA. On avait un exemple de 3 professionnels qui ont indiqué avoir recours à l'IA en cours d'entretien avec une personne accompagnée, mais uniquement dans le but spécifique d'obtenir une réponse immédiate à une question précise, en évitant de différer la recherche. Donc c'était moins l'outil qui importait derrière, vraiment que le geste qu'il incarnait ici. Donc c'était un outil considéré comme un instrument qui permettait de rentrer en relation avec, parce que le professionnel se disait: Heu, permettre de donner, une réponse immédiatement à la personne qui est accompagnée, c'est lui montrer que je suis engagée dans, ma relation d'accompagnement. Et puis les écrits professionnels, donc entre charge de travail et espace réflexif, donc les écrits professionnels ont une place paradoxale parce que sans en constituer le cœur de l'activité, ils sont pour autant une composante indissociable de ce cœur. Ils vont remplir de multiples fonctions, hein, qui sont enchevêtrées les unes avec les autres et qui vont largement dépasser, la dimension formelle et administrative. Et ça permet, ces écrits, de prendre du recul, notamment sur les, situations complexes, avec une mise à distance des, exigences, émotionnelles qui existent dans, le travail social.
et c'est notamment un moment, un temps de recul où le professionnel donc peut élaborer sa réflexion. Et c'est aussi un temps collectif de réflexion, le temps des écrits et qui est essentiel. C'est un moment où on peut partager avec des collègues, voilà, des situations. Et on s'est rendu compte parfois que que certains professionnels utilisaient l'IA plutôt que d'aller voir des collègues. Et donc là, l'IA vient occuper une fonction que remplissait auparavant, évidemment, l'échange, dans le collectif de travail. Pourtant, il ne va pas en reproduire exactement ni sa fonction, ni la richesse, que ce travail, collectif et que ce collectif de travail aussi permet. Et donc avec un risque possible d'appauvrissement des pratiques professionnelles et un risque d'isolement, voire d'enfermement des professionnels dans une relation, à l'outil. Dans les recommandations que nous pouvons conclusions et recommandations que nous pouvons fournir, c'est que déjà dans notre cadre d'étude, c'est que l'IA, elle va s'insérer ici spontanément et individuellement hors, cadre institutionnel qui serait prescrit. C'est un usage qui est spontané, donc c'est quand même, spécifique. Ils l'utilisent donc dans le cadre, de ressources. Pour eux, s'ils utilisent l'IA générative, c'est que ça va leur permettre de répondre à des besoins. Les usages doivent néanmoins être discutés, c'est-à-dire que tous les usages qu'on a pu recenser, certains peuvent être qualifiés comme, heu, non souhaitables, dans, le secteur du travail social. La question étant de se poser aussi, c'est pourquoi les professionnels y ont recours à ce moment-là et qu'est-ce que ça leur permet de faire? Et comment on peut pallier, du coup, ces usages en proposant d'autres ressources? Également, les tâches qui sont périphériques, elles viennent nourrir le cœur de métier et les automatiser, comme on veut automatiser tout ce qu'on considère être comme des tâches chronophages, pourrait bien évidemment reconfigurer l'ensemble des pratiques professionnelles puisqu'elles sont inhérentes au cœur du métier. Et l'IA, elle ne peut seule uniquement, endiguer l'inflation administrative qu'il y a eu dans le secteur du travail social et c'est un problème qui exige vraiment des réponses beaucoup plus générales et structurelles, que l'IA seule ne peut, répondre. Donc dans les recommandations, il faut toujours donc former et accompagner et préserver, les espaces collectifs de discussion, les analyses de pratique, la supervision et les réunions d'équipe, mais aussi tenter d'encadrer ces usages avec une intégration institutionnelle de l'IA qui doit questionner vraiment les questions éthiques, collectives, dans lesquelles ces usages s'inscrivent et ne pas appauvrir les valeurs constitutives des métiers du travail social. La troisième étude concerne l'implémentation de chatbots accueil social. L'objectif était d'analyser les effets de l'intégration d'un chatbot IA, notamment sur l'activité de travail des professionnels. Ce faire, nous avons réalisé des observations et des entretiens auprès de deux maisons départementales des solidarités qui étaient en train d'implémenter un chatbot à destination des agents d'accueil. Pour comprendre le contexte d'introduction de ce chatbot, c'est un outil qui s'est inséré donc dans une démarche plus large d'accueil social qui comprenait la réorganisation spatiale de l'accueil, par exemple avec une séparation entre l'accueil physique et l'accueil téléphonique, mais aussi la création d'une base de connaissances qui était construite collectivement avec les professionnels de terrain et qui allait servir de référentiel commun aux agents d'accueil, dans l'objectif d'harmoniser les réponses de premier niveau à l'accueil. Et puis la structure a eu l'opportunité aussi de concevoir donc un chatbot pour faciliter justement la recherche dans cette base de connaissances. Il y a eu donc cette conception, une co-conception entre la structure et le prestataire qui a été choisi pour, le chatbot et ce chatbot constitué sur une technique de RAG et d'un grand modèle de langage. En fait, le RAG, c'est la génération augmentée de récupération, qui est une technique qui permet en fait d'améliorer les réponses des modèles d'IA générative en les alimentant avec des bases de connaissances qui sont issues, ici donc de la base de connaissances qui a été construite avec les professionnels.
Ils ont donc utilisé ce système, parce que la structure en fait, donc de chatbot, parce que la structure avait pour objectif d'améliorer la qualité, la fiabilité des informations qui étaient délivrées à l'accueil. Ils avaient une volonté d'homogénéiser le premier niveau de réponse qui était délivré et puis de soutenir les agents qui étaient peu expérimentés au poste d'accueil. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été voir, la façon dont se déroulait classiquement, le poste d'accueil avant implémentation du chatbot et spécifiquement le poste d'accueil téléphonique. Donc on se rend compte qu'il y a une part, lors des appels téléphoniques, considérable des appels qui servent à écouter l'usager, le temps, qui est passé à écouter l'usager, à qualifier, à caractériser la demande de ce qui est demandé par l'usager et à transmettre des informations, pour lui demander des précisions. Donc ça, pour objectif d'orienter au mieux l'usager, mais aussi d'anticiper et de faciliter à la fois ses propres démarches à cet usager et aussi faciliter l'accompagnement qui sera réalisé par les collègues travailleurs sociaux, par la suite. Donc il y a un gros travail à ce niveau-là. Ce n'est pas uniquement transmettre de l'information lorsqu'on est à l'accueil et transmettre un appel, pas du tout. Ensuite, on s'est aussi rendu compte sur ces appels que, de façon globale, sur tous ceux qui ont été répertoriés, il y avait 361 actions qui avaient été comptabilisées lors des appels et 21% de ces actions sont des acquiescements, que nous, on a pu observer, mais qui étaient, concomitants à des marques sonores. Par exemple: d'accord, voilà. Et donc ces marques, elles servent à montrer la présence et l'écoute du professionnel envers l'usager. Ça a une fonction vraiment de création de lien social. Et donc, on a un tout petit, en bas à droite, l'exemple d'une situation de travail d'un professionnel à l'accueil téléphonique et cette, chronique d'activité vient souligner, par exemple, le flux continu d'échanges. Donc on voit qu'il y a plusieurs actions qui se passent et en fait, il n'y a jamais de blanc et de moment où, il n'y a pas d'interaction, entre les 2 interlocuteurs. Et donc après la mise en place du chatbot, eh bien, il y a une simulation qui a été, utilisée qui a été réalisée pardon, une première fois et qui a révélé finalement un besoin de réajustement avec ce chatbot. Donc l'implémentation réelle, nous n'avons pas pu observer, en situation cette implémentation lorsque nous étions sur site. Par contre, les professionnels, ont fait des projections sur les effets, de l'usage, du chatbot et notamment, ils pensaient que ça pouvait avoir effectivement des effets plutôt positifs sur la réduction des disparités qu'il pouvait y avoir dans les réponses de premier niveau. Voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur tous les sujets, ça pouvait apporter, effectivement, hem, des informations, et réduire cette disparité. Et puis donc notamment spécifiquement auprès des nouveaux entrants qui ont, une méconnaissance parfois de tous les dispositifs. Et ils ont aussi pointé des limites et des difficultés, c'est-à-dire que, formuler une requête au chatbot pendant un appel, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la réalité, c'est relativement complexe puisqu'il faut à la fois écouter, ce que la personne est en train de nous expliquer et, le retranscrire, par texte pour poser la question au chatbot. Donc ça, c'est simultanément, c'est extrêmement compliqué. Donc ça demanderait de formuler une requête en interrompant l'échange et donc là, on crée un blanc et en plus, le format de réponse du chatbot, ce sont des phrases qui sont rédigées avec plusieurs points qui demandent également du temps de lecture. Donc lorsqu'on est au téléphone, le professionnel ne pourrait pas immédiatement poursuivre l'échange. Il aurait besoin de prendre, en main l'information qui est produite par le chatbot et la retranscrire et la partager à la personne accompagnée. Donc en fait, cela créerait des blancs qui s'opposeraient finalement à ce qu'on a observé dans l'activité de travail actuelle, où il y a cette stratégie de continuité dans les échanges avec l'interlocuteur pour lui signifier la présence et l'écoute, qui a pour fonction donc le début de la création du lien de confiance. Et les discontinuités qui pourraient être produites par le chatbot pourrait altérer finalement la qualité des interactions et du lien de confiance débutant. Dans les recommandations que nous pouvons formuler, le chatbot peut en effet être un appui ponctuel, mais ce n'est pas un substitut à la formation professionnelle, hein, ni à l'expertise relationnelle que nécessite le poste d'accueil.
Il ne faut pas non plus présupposer une adhésion spontanée au chatbot, parce qu'on l'a vu dans la réalité de son usage, ce serait plutôt inversement proportionnel à l'expertise, car finalement, les professionnels que nous avons observés avaient une ancienneté importante et une expertise solide, et ils ne projetaient pas forcément le besoin de l'utiliser. Aussi, cela souligne que l'implémentation d'une IA, elle nécessite l'explicitation des objectifs et des finalités qui sont sous-tendus, mais aussi d'une prise en compte des besoins du réel, au risque que l'outil IA ne soit ni approprié ni utilisé. D'autre part, la troisième recommandation souligne qu'il convient d'intégrer le chatbot ou l'outil IA aux dynamiques de régulation collective déjà existantes. Autrement dit, si le chatbot, dans notre cas, avait pour objectif de rendre plus autonome le professionnel au poste d'accueil, certes, son intégration nécessite néanmoins de questionner donc les dynamiques collectives qui sont présentes. Autrement dit, dans notre étude, le fait d'appeler un collègue travailleur social pour lui poser des questions sur un dispositif, plutôt que de le faire, via un chatbot, hein. C'est aussi cet échange qui a une fonction particulière, beaucoup plus large que la demande d'information. On se rend compte que c'est l'occasion pour le travailleur social, par exemple, de demander à l'agent d'accueil des informations sur la personne accompagnée qui sera bientôt reçue, de faire part d'éléments, pas forcément répertoriés dans le logiciel métier et qui permettent d'anticiper le futur rendez-vous, l'approche qu'on va développer et donc de réguler l'activité. Le quatrième point à souligner est que la standardisation de l'information ne doit pas être confondue avec une uniformisation de l'expertise professionnelle. Le fait de vouloir en fait disposer d'informations homogènes, fiables et de premier niveau ne signifie pas que le travail d'accueil se résume à transmettre une information standardisée. Les professionnels ne se contentent pas du tout, hein, de délivrer des réponses. Ils analysent les situations, ils les contextualisent, ils mobilisent leur expérience et ils adaptent leurs accompagnements aux besoins des personnes. Donc l'information transmise n'est donc qu'une composante parmi d'autres de leur activité. Et enfin, la dernière recommandation est d'encourager à évaluer l'outil, en tout cas ce chatbot, aussi sur les agents novices, puisque c'était le public cible et non uniquement les agents expérimentés. Nous vous remercions pour votre écoute.